Bien, bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. On est très heureux de vous avoir à bord pour cette conclusion de notre séminaire. Vous avez pu assister aux travaux, à nos débats, vous imprégner de qui nous étions, de nos actualités, de nos enjeux. Pour vous présenter rapidement, vous avez une activité de conférencier dynamique, dense, hein, vous voyagez beaucoup, on vous retrouve dans beaucoup de réseaux économiques, beaucoup de grandes institutions dans lesquelles vous intervenez, mais vous appuyez votre propos sur une expérience professionnelle, celle d'hôtelier. Hôtelier, puis dirigeant d'un réseau d'hôtels, les Best Western pour ne pas les citer, où vous avez pendant plus d'une dizaine d'années dirigé ce réseau. Ça vous a donné une appétence pour le client, pour les sujets business, pour les enjeux et les évolutions des marchés. Et c'est de cela dont vous allez nous parler pour nous rendre intelligents sur ce sujet, nous parler de ce que vous entendez derrière l'enchantement du client. On vous passe la parole, vous aurez un grand privilège, c'est que je ne serai pas derrière vous pour vous dire d'accélérer, mais si vous pouvez tenir en 30 minutes, 30-35 minutes, ça serait pas mal. Ça va être un peu plus long, mais vous n'avez pas rattrapé le temps en vol, Okay. donc c'est pas grave. Je vais être un tout petit peu plus long, vous en avez peut-être marre, parce que ça fait longtemps que vous êtes dans cette salle ou à distance, je ne sais pas. Merci pour votre accueil. J'étais là dans le fond, je vous ai écouté et on mesure ô combien, moi je vous dis bravo et je vous admire, parce que ô combien le métier que vous faites est complexe. Quand on prend l'avion, on ne s'en rend pas du tout compte, je vous le rassure. On ne se rend pas compte des problèmes techniques, réglementaires, des problèmes humains, des problèmes, etc., etc. Donc bravo pour ce que vous faites et je suis vraiment admiratif et je penserai à vous quand je prendrai l'avion la prochaine fois. Ça, c'est à peu près les seules choses agréables que je vais vous dire cet après-midi. Le reste va être un tout petit peu piquant parce qu'on paye pour ça en fait, pour dire des choses un peu piquantes. Alors moi je vais vous raconter mon expérience et je vais essayer de vous dire quel parallèle on peut faire avec vos métiers dans l'aérien. Alors d'abord je suis un client, j'ai volé sur French Bee et je crois que j'ai volé, Marjorie m'a rappelé que le Club Med opérait souvent avec Air Caraïbes, donc j'ai dû voler aussi sur Air Caraïbes pour aller au Club Med en Guadeloupe et en Martinique. Donc j'ai dû voler sur vos compagnies, enfin en tout cas les French Bee c'est sûr, je m'en souviens, je suis allé à La Réunion avec, pour en parler tranquillement si vous le voulez, mais l'idée c'est que moi je suis un client, mais vous êtes aussi mes clients. J'ai été hôtelier pendant 30 ans. J'ai vendu mon hôtel il y a peu de temps. J'ai dirigé Best Western de 2000 à 2011 et vous allez voir qu'il m'est arrivé quelques bricoles qui m'ont laissé quelques traces un petit peu douloureuses. Je vais les partager avec vous. De ces traces douloureuses, j'en ai fait des convictions. Donc tout ce que je vais vous raconter cet après-midi, ce n'est pas la vérité, ce sont juste mes convictions profondes sur lesquelles que je vais partager avec vous. Et on va voir si j'arrive à vous convaincre ou pas, ou si on peut les confronter, peu importe, ou si ça résonne chez vous en tout cas. Et j'ai une conviction profonde, elle est très claire, c'est une phrase. Elle se résume à cette phrase-là. C'est que si vous n'enchantez pas vos clients, vous allez disparaître. Je vous ai prévenu, j'allais être désagréable. Vous allez disparaître parce qu'il y a plein d'activités aujourd'hui qui sont en train de disparaître parce qu'ils n'ont pas compris ça. Et moi, j'ai failli disparaître. Dans mon métier, entre 2000 et 2011, dans l'hôtellerie, il s'est passé 2-3 trucs qui m'ont tellement bousculé que j'ai failli pas m'en remettre. Et j'en ai tiré des leçons et j'en ai fait une opportunité, une force pour essayer d'aider les entreprises comme vous. J'étais hier soir, j'étais chez Hilti. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Hilti, c'est les outils. Il y avait 300 collaborateurs de chez Hilti pour essayer de leur faire comprendre que ça, c'est important pour eux. Et comme vous, ils sont dans un marché de commodité, donc c'est extrêmement complexe aujourd'hui de s'en sortir. L'enchantement client, ce n'est pas la satisfaction. La satisfaction, c'est votre job. Tous les matins, vous vous levez pour satisfaire vos clients. Que vous soyez au sol, en l'air, que vous soyez au commerce, au marketing, à l'IT, vous vous levez tous les matins pour satisfaire vos clients. Mais ça, c'est votre job, c'est pour ça que vous êtes payé. Je ne parle pas de satisfaction, je parle d'enchantement. Ce petit grain de folie qui va permettre à vos clients de vous dire que vous êtes des stars et d'arrêter de dire que vous êtes des truffes. Parce que certains clients disent de vous que vous êtes des truffes et d'autres disent que vous êtes des stars. Et il y a une règle du jeu, c'est comment je fais et quels sont les moyens que je peux mettre en œuvre dans toute l'entreprise, de façon transversale et à 360 degrés, les moyens d'enchanter ses clients. Et il y a un moyen de le faire parce que moi j'ai été contraint de le faire. J'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix parce qu'en 2000, il m'est arrivé ma première catastrophe industrielle. 4 ans avant Facebook, c'est TripAdvisor qui arrive sur le marché. TripAdvisor, c'était un site où un Mexicain échangeait ses photos de vacances pour partager avec ses amis. Et en fait, il s'est passé un truc, c'est qu'à un moment donné, ça a pris une telle ampleur qu'évidemment, TripAdvisor est devenu mondial. Et à l'heure où on se parle, TripAdvisor, c'est le premier site touristique au monde. Il y a 1 milliard de commentaires sur TripAdvisor aujourd'hui. Dans mon métier, l'hôtellerie, depuis 25 ans, je suis dépendant d'illustres inconnus, d'illustres abrutis qui disent n'importe quoi sur mes hôtels et qui influence 91% des gens qui sont dans cette salle. 91% des gens qui sont dans cette salle regardent les avis des clients avant de réserver leur hôtel. Ça veut dire que mon business dépend de choses que je ne contrôle pas. C'est-à-dire des gens qui disent ce qu'ils veulent sur mes hôtels, et quand j'étais chez Best Western, j'en avais 300, qui disent ce qu'ils veulent sur mes hôtels sans que je puisse y faire quoi que ce soit. Et vous préférez croire ces gens-là, parce que vous êtes des clients pervers, plutôt que moi, Best Western, qui fait le marketing de la marque.
Vous préférez les croire à tel point que dans mon hôtel, quand j'ai acheté mon hôtel en 2010, je l'ai revendu il y a 3 ans, si j'avais un mauvais commentaire le matin, je perdais jusqu'à 15% de la prise de réservation du jour instantanément. Si j'avais un bon commentaire qui recommandait mon établissement, je gagnais jusqu'à 10 ou 20% de prise de réservation sur le jour même. Donc les commentaires font et défont mon business sans que je puisse rien y faire. C'est une menace, on en a fait une opportunité, je vais expliquer pourquoi. N'ayez pas peur des commentaires de vos clients. Je suis allé voir les commentaires de vos clients sur des sites comme Trustpilot, sur FrenchBee, sur Air Caraïbes. On va en parler de façon apaisée, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. J'aime bien ce moment, ce petit frisson qui parcourt l'Assemblée, qui se dit qu'est-ce qu'il va nous raconter. Vous allez voir, il y a quelques circonstances atténuantes. Ça, c'est la première catastrophe industrielle, c'est-à-dire que je n'ai pas pu faire autrement que subir les avis de mes clients. Mais ça vous concerne aussi. Vous êtes en plein dedans. Aujourd'hui, 92% de la population française préfère croire les avis Google que la publicité de l'enseigne. 92%, c'est-à-dire nous tous. On n'a plus confiance, on a besoin d'un tiers de confiance, on a besoin de quelqu'un qui va nous aider à décider en fonction d'avis objectifs et non pas en fonction de ce que dit la compagnie ou de ce que dit la marque d'hôtel que je vais choisir. Donc on est dépendant de nos clients aujourd'hui, mais vous le savez mieux que personne. Dans votre métier, on est un peu cousins. Le service client est fondamental, primordial pour essayer de s'en sortir. La deuxième catastrophe industrielle, c'était sur ma distribution. Alors, il s'est passé un truc dans mon métier, c'est qu'en 1996, il y a 2 jeunes cons dans un garage à Amsterdam. Vous voyez, je suis encore un tout petit peu énervé parce que ces gens-là ont voulu ma peau. 2 jeunes cons dans un garage à Amsterdam qui ont créé Booking.com. En 1996, ils ont créé un site où je pouvais réserver en 2 clics dans ma langue, dans ma monnaie, etc. etc. Nous, Best Western, première chaîne hôtelière au monde, 5000 hôtels dans le monde, donc leader, numéro 1, s'il vous plaît. On avait des gens extrêmement câblés à Phoenix, Arizona, sur l'IT, sur la réservation, etc. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit quand Internet est arrivé? On s'est dit, mais nous, ils vont acheter Best Western, donc on va faire des sites Internet vitrines. On mettait les photos de notre belle chambre et notre beau spa, etc. Et on disait, si tu veux réserver, tu appelles le numéro vert. Et ça faisait 50 ans que ça durait comme ça passait très bien. Numéro vert, 7 call centers dans le monde entier, 24/7, en 30 langues. Tout va bien. Tu peux appeler à 3 h du matin pour réserver ta chambre. Et eux, ils ont fait un truc où tu peux réserver en 1 clic, en 2 clics, dans ta langue, dans ta monnaie, partout dans le monde, avec les avis clients, avec les notes, avec les photos et avec l'annulation gratuite. Et nous, on leur a donné quelques chambres au début parce qu'on trouvait ça sympathique que ces petits jeunes se lancent dans le métier. Donc on leur a donné quelques chambres et on leur a donné 8% de commission. Bon, la fin de l'histoire, vous la connaissez. En 2025, Booking, c'est 150 milliards de dollars de chiffre d'affaires. 150 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est 13 milliards de résultats nets. Booking, c'est 9 réservations sur 10 sur Internet aujourd'hui. Dans l'hôtellerie, c'est 9 réservations sur 10. Et ça représente 30% du chiffre d'affaires total des hôtels de cette planète. Que ce soit ici en France ou ailleurs, ou dans les Caraïbes. Booking, c'est un raz-de-marée. Booking, aujourd'hui, est le numéro 1 mondial de la réservation sur Internet, mais dans le tourisme en général. À chaque fois que vous réservez sur Booking, mesdames, messieurs, moi, et vous avez le droit, je ne vous en veux pas. Moi, je ne le fais pas, mais parce que c'est ma religion, mais vous avez le droit de le faire. À chaque fois que vous allez sur Booking, je donne en moyenne 20% de commission sur mon chiffre d'affaires TTC. C'est insupportable. On s'est fait hacker, on s'est fait disrupter par 2 jeunes cons dans un garage parce qu'on n'a pas écouté nos clients. Parce qu'on n'a pas écouté à bas bruit ce que me disaient mes clients depuis des mois. On aimerait réserver chez Best Western en 2 clics, dans ma langue, dans ma monnaie, avec l'annulation gratuite, etc. On ne les a pas écoutés. Nous, on avait des call centers, tout allait bien. Pourquoi on allait changer? On n'a pas écouté nos clients. Si vous n'écoutez pas vos clients insatisfaits, vous êtes morts. Si vous n'écoutez pas ce qu'ils vous disent, de bonne ou mauvaise foi, et j'y reviendrai tout à l'heure, parce que de toute façon, quoi qu'ils vous disent, c'est des choses qui vont vous permettre de vous améliorer. Et si vous ne le faites pas, c'est une opportunité pour vos concurrents. La troisième catastrophe, alors j'ai pas eu de bol, hein. J'ai fait 2000-2011, j'ai pas eu de bol, j'aurais pu avoir plus de chance avec Internet qui est arrivé après. Manque de bol, c'est arrivé au même moment. Donc j'ai eu Airbnb. Alors Airbnb, c'était le pompon, hein, c'est-à-dire que c'est vous tous là. Il y en a qui rigolent, donc il y en a qui ont vraiment des appartements sur Airbnb et qui louaient votre logement, votre chalet, votre appartement sur Airbnb. Et alors là, c'est le pompon. J'appelle mes collègues aux États-Unis parce que c'est sur la côte ouest que c'est né à San Francisco, dans les années 2004-2005. Et je les appelle, je leur dis, mais c'est quoi ce truc? Parce qu'à Paris, il y avait beaucoup d'appartements qui changeaient sur les réseaux. Et je leur dis, c'est quoi ce truc? Ils me disent, non mais t'inquiète pas Stéphane, ils étaient là-bas, ils étaient américains, ils savaient, hein, t'inquiète pas Stéphane, c'est un truc de beatnik californien. C'est comme du couchsurfing, tu vas dormir chez l'habitant moyennant un peu d'argent. Mais il me dit, de toute façon, Stéphane, si tu prêtes ton appartement pendant 15 jours, est-ce que tu le ferais déjà? Te prêter ton appartement pendant 15 jours à quelqu'un que tu ne connais pas, qui vient du fin fond de l'Asie du Sud-Est? Bah, je dis non, je ne ferai pas ça. Il dit, bah, tu vois, ça ne marchera pas.
Ils étaient intelligents, mes collègues américains. Hein. Airbnb est la première chaîne hôtelière au monde. À l'heure où on se parle, ils ont 16 millions d'offres. Ils ont doublé l'offre, la capacité hôtelière parisienne. Ils sont passés de 18 000 chambres à Paris à 18 000 appartements aujourd'hui. À l'heure où on se parle, c'est toujours la ville numéro 1 dans le monde, Airbnb, Paris. Et Airbnb est rentable. Ils ont fait 120 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ils sont rentables, ils sont cotés en bourse. La bagarre dans mon secteur d'activité, c'est entre Airbnb et Booking. Et nous, on est en bas et on essaie de survivre. On essaie de survivre parce que notre distribution nous a été confisquée et on n'a pas eu le choix de se poser la question de comment on se sort de là, comment on reste en vie, comment on fait pour résister à de tels monstres et à de tels comportements clients qu'on n'avait pas anticipés. Donc quand j'ai quitté Best Western, un peu groggy, j'étais pas rancunier, j'ai acheté un hôtel, j'ai vendu mon appart à Paris, on a acheté un hôtel, on est parti à Orléans et on a toutes nos économies dans l'hôtel, on s'est dit on va y arriver et j'ai essayé d'appliquer à moi-même ce que je vais vous raconter et j'ai une bonne nouvelle, ça marche. Parce que l'enchantement client, ça marche. Et l'enchantement client, c'est possible. Quels que soient vos moyens, quel que soit le secteur d'activité, je vais essayer de vous le prouver. D'abord, je vais vous montrer des industries qui sont en train de disparaître. Prenons l'auto-école, par exemple. C'est marrant, l'auto-école, on est tous concernés. L'auto-école, c'est 82% des gens qui disent qu'ils ne sont pas satisfaits de l'auto-école. Alors, vous n'avez pas 82% d'insatisfaits chez vous, ça va encore. Mais si vous en avez même 10 ou 20%, c'est compliqué. Pourquoi ils sont insatisfaits ? C'est facile à comprendre, puisque quand on passe son permis en 2025, on le passe à peu près de la même façon qu'en 1986. C'est mon cas. Alors, je vois beaucoup d'équipes assez jeunes dans la salle, donc je suis un tout petit peu inquiet sur ce que je vais vous raconter. Mais si ça vous parle, faites oui de la tête, je me sentirai moins seul quand même. Souvenez-vous, en 86, on apprenait sur le code Rousseau. Oui ? D'accord. Et j'allais le samedi après-midi dans une salle surchauffée avec un type avec les cheveux gras qui me passait des diapos. Vous vous souvenez ? Vous l'avez, le type avec les cheveux gras ? Ouais. Il passait des diapos. Et je devais perforer un truc. Vous l'avez aussi ? Ok, c'est bon, je ne suis pas le plus vieux dans la salle, ça me soulage. Et puis moi, j'habitais Voiron, dans l'Isère, à côté de Grenoble, donc j'attendais mon moniteur d'auto-école dans le froid, et ce monsieur avait 1 heure de retard, il avait sa voiture qui était dégueulasse, et il m'engueulait parce que je ne savais pas faire un créneau. Je vous l'ai fait un peu caricatural, mais franchement, c'est pas vous, mais moi, c'est comme ça que j'ai passé le permis. J'ai 3 enfants, et ma dernière fille de 22 ans, je lui ai dit, chérie, tu vas passer ton permis, tu vas prendre le code Rousseau de tes frères dans les chambres là-haut, puis tu vas t'inscrire à l'école d'à côté, tu verras, c'est sympa, c'est plus du diapo maintenant, hein, c'est un vidéoprojecteur, c'est quand même vachement mieux. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais t'es sérieux, papa ? Je ne sais pas si vous avez les mêmes ados que moi, mais ils ont une aversion totale à l'effort. Bah oui, ils sont nés avec ça, donc ils n'ont pas besoin de faire des efforts. Je ne vous parle même pas de l'IA qui est en train de faire des dégâts monumentaux. Et donc, ma fille ne voulait pas aller s'inscrire à l'auto-école. Elle me dit, il y a forcément une app pour ça, et en fait, elle a raison. Ornicar a été créé il y a 6 ans, et Ornicar a digitalisé la totalité du parcours code. Les gens, les jeunes, passent le code en jouant avec leurs potes à 3 h du matin. Ils ont gamifié la totalité du parcours code, et le code coûte 10 fois moins cher chez Ornicar que dans n'importe quelle auto-école. La leçon de conduite, on a inversé l'apprenant et celui qui prend les leçons de conduite, c'est-à-dire que c'est l'apprenant qui choisit son moniteur. Il va choisir son moniteur avec des petites étoiles. Il va choisir un certain Valentin, ou Anthony, pardon, c'est Anthony, et V, qui a une petite mini rose et qui connaît des coins incroyables autour de Nantes pour faire des créneaux sur les supermarchés. Et en fait, ma fille, son premier critère numéro 1 pour le choix de son moniteur, c'était « Papa, on est d'accord, il vient me chercher à la maison et il me ramène. » Parce que hors de question que j'allais attendre devant l'agence dans le froid qu'il vienne me chercher. Donc elle a choisi un moniteur qui venait la chercher et qui l'a ramenée. Et que sa voiture était propre, elle a même choisi la couleur de la voiture et savoir si le mec était sympa et il faisait des blagues. Bref. Les leçons de conduite chez Ornicar, c'est 2 fois moins cher que n'importe quelle auto-école. Mesdames, Messieurs, en 5 ans, Ornicar, c'est 52% de part de marché. Vous m'avez entendu, hein ? 52% de part de marché. Un jeune sur 2 de 18 à 24 ans a acheté son permis ou ses leçons de conduite chez Ornicar. Les auto-écoles sont mortes, finies, enterrées. Ça ne marche pas. Si vous avez des copains d'auto-école, c'est fini. Alors, si l'autre jour, on m'a dit, sauf en Corse. En Corse, il y en a un qui a essayé. Il a essayé de se mettre à son compte. Mais ça n'a pas marché. Il a trouvé sa voiture dans un état différent le lendemain. Bon, sinon, globalement, ça marche. Il y a des coins comme ça de France qui sont un peu bizarres. L'auto-école est morte, pas parce que et ça c'est important ce que je vais vous dire, pas parce que les exploitants sont mauvais. Vous êtes tous des bons professionnels, j'ai aucun doute là-dessus. C'est pas le côté professionnel qui fera la différence, c'est l'expérience client. Dans un marché de commodité, dans un marché où j'ai le choix, moi consommateur, où vous avez le choix, qu'est-ce qui fera la différence ? C'est pas d'aller à Paris, à New York, parce que c'est de la commodité, parce que j'ai plein de vols pour y aller. C'est l'expérience que je vais avoir avec vous qui va faire la différence. Et c'est ma capacité à payer plus ou moins cher en fonction de cette expérience. Le choix se fera dans la communauté avec l'expérience client. Mais c'est pareil, c'est exactement pareil pour l'auto-école. Ils n'ont pas été sanctionnés parce que c'est des mauvais pros, ils ont été sanctionnés parce qu'ils n'offraient aucune expérience à leurs clients.
parce que c'était réglementé, parce que c'était facile, etc. Bon, j'aurais pu vous parler, mais j'ai compris que le vol a pris un peu de retard des syndics de copro. Syndics de copro, on est d'accord, hein, 90% des gens n'aiment pas les syndics de copro. On trouve ça incompétent, lent, etc. Il y a une start-up qui s'appelle Matera, des anciennes Booking. Je dis ça, je dis rien. À mon avis, il ferait mieux de se méfier. Ces gens-là ont créé une plateforme pour permettre aux copropriétaires de bonne volonté de gérer leurs copros eux-mêmes. C'est un succès, ils ont 5000 copros. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils n'ont pas attaqué les syndics de copros sur leur métier. Ils les ont attaqués avec cette petite affiche dans le métro qu'ils ont faite il y a quelques mois. Merci syndic de votre musique d'attente. Maintenant, je connais Vivaldi par cœur. Alors ça vous fait marrer, mais ils ont attaqué les gens sur leur joignabilité. Alors là, il y a un enjeu là. L'expérience client, ça commence au tout début. J'ai l'intention d'acheter un billet d'avion. J'ai l'intention de faire un voyage. L'intention. Et dans mon intention, la deuxième chose que je fais, c'est est-ce que je peux vous joindre ? Est-ce que je peux vous joindre ? Et la joignabilité, c'est aussi simple que ça. Parce que si je ne peux pas vous joindre, si votre site internet est down ou s'il se passe autre chose, c'est sûr que je vais aller chez Air France. C'est évident. Donc la joignabilité à tous les moments du parcours client, du début jusqu'à la fin, est quelque chose de fondamental dans l'expérience client. Les 20-40 ans disent aujourd'hui que l'immédiateté est un dû. Vous m'avez bien entendu, hein ? Les 20-40 ans disent que l'immédiateté est un dû. C'est pas un plus, c'est un dû. C'est comme nos enfants qui nous envoient sur WhatsApp un message en disant « mais tu l'as lu et tu ne m'as pas répondu ». C'est l'immédiateté est un dû. Il faut absolument qu'on leur réponde. On est dans un monde d'immédiateté, il va falloir trouver des solutions pour y répondre. On est dans l'ère du client. Moi, c'est ma conviction. On n'est plus dans l'ère, alors j'ai mis Boeing, j'aurais peut-être pas dû, mais peu importe. On n'est plus dans l'ère des ingénieurs, on n'est plus dans l'ère de la distribution, puisque Amazon a tout fait péter. On n'est plus dans l'ère de l'information, puisque c'est nous qui faisons l'info. Ma conviction, et vous avez le droit de pas être d'accord, évidemment, c'est qu'on est dans l'ère du client. Je vais vous prendre juste un exemple avec Yves Rocher. Juste un exemple avec ça. Tout le monde connaît Yves Rocher ? Le leader de la cosmétique au naturel depuis 60 ans en France. L'entreprise, c'est le gendre idéal. C'est une entreprise française dirigée par le petit-fils du fondateur Brice Rocher. C'est une entreprise qui fait des produits de cosmétiques naturels depuis 60 ans. La première entreprise à mission de France, c'est eux qui ont signé les premiers dans les statuts, etc. Et pourtant, en décembre 2019, il m'appelle, il me dit « Stéphane, on a un problème et on ne sait pas comment le résoudre. On a un problème qui nous vient d'Internet, qui nous vient du client, et qui est en train de nous diviser en interne sur savoir si on continue ou si on arrête la façon dont on vend nos produits ou la façon dont on les fabrique. La question, elle est pour vous. Qu'est-ce qui, à votre avis, impacte, à l'heure où on se parle, la marge et le chiffre d'affaires d'Yves Rocher, sans qu'ils aient vu venir d'où ça venait? Ça vient du client, ça vient d'Internet, et ils ne sont pas d'accord entre la recherche et développement et le marketing en interne pour résoudre. Petite idée, au hasard. Ça vient du client, ça vient d'Internet, vous l'avez dans votre poche, sur votre portable, j'imagine. C'est une application. Yuka, absolument. Yuka, aujourd'hui, tout le monde connaît Yuka, enfin si vous ne connaissez pas, vous discutez entre vous, vous allez vite connaître, c'est la petite application avec la carotte qui permet de scanner le code barre et qui permet de savoir la composition du produit, mais surtout qui permet de savoir si c'est bien ou pas pour moi. Ben, mesdames, messieurs, 25% des produits Yves Rocher ne sont pas recommandés par Yuka. Ah, le leader de la cosmétique naturelle dit que 25% de ces produits ne sont pas recommandés. Alors les ingénieurs me disent, Stéphane, on s'en fout du Yuka. Nous, on fait du rouge à lèvres avec du pigment. Le pigment, c'est moyen pour le cancer, mais c'est autorisé par l'OMS. C'est un produit qu'on vend très bien, il y a une très bonne marge, c'est un produit signature. Ben, tu sais quoi, on va continuer à le faire. Puis le marketing, il me dit, ben non. Il y a 13 millions de personnes qui utilisent toutes les semaines Yuka pour acheter de la cosmétique. Il y a 23 millions de personnes en 2024 qui ont téléchargé l'application Yuka en Europe. Et il y a 500 000 personnes tous les 15 jours en ce moment aux États-Unis qui téléchargent l'application. Yuka est un tiers de confiance. Et moi, j'ai dit aux ingénieurs que j'ai eu pendant 1h30 devant moi, je leur ai dit, c'est très simple. Si je n'avais pas tenu compte des avis TripAdvisor, je serais mort. Si vous, Yves Rocher, vous n'êtes pas Yuka compatible dans 5 ans, vous êtes mort. Vous disparaissez. Mais c'est pas juste. Mais si, c'est juste. C'est juste parce que le client a besoin d'un tiers de confiance et Yuka est ce tiers de confiance. La bonne nouvelle, enfin plutôt la mauvaise nouvelle pour vous, mesdames, messieurs, c'est que personne ne vous croit. Personne ne croit Yves Rocher. Pourquoi quelqu'un croirait French Bee ou Air Caraïbes? Personne ne croit vos promesses. Personne ne croit vos promesses de service, de standard, de prix, de ponctualité. Personne ne vous croit. Les seules personnes qui croient à vos produits et à votre succès, ce sont vos clients. Si vous arrivez à faire en sorte de faire dire à vos clients que vous êtes des stars, moi je vous crois. Mais si vous me le dites, je ne vous crois pas. Et j'ai beaucoup de respect pour le marketing, même s'il va peut-être avoir les oreilles qui sifflent pendant les prochaines minutes. Mais grosso modo, les gens ne vous croient pas, donc on a besoin d'enchanter nos clients pour qu'ils nous croient. Alors il y a 3 clés pour enchanter son client. Je vais vous donner ces 3 clés, vous allez pouvoir les appliquer demain matin, avec toutes vos équipes. Ici, ailleurs, ceux qui me voient à travers l'écran, vous allez pouvoir les appliquer avec vos équipes dès demain matin. Ces 3 clés, elles sont très simples à appliquer. Et la première, je suis allé l'appliquer dans les startups. J'étais convaincu que c'était eux
la cause du problème, je suis allé les voir et je leur ai demandé comment vous avez fait. Comment vous avez fait pour me disrupter, moi, qui étais un poids lourd mondial, un leader, avec votre histoire de Booking. Mais ils m'ont dit un seul truc, ils m'ont dit, Stéphane, nous, on ne pense pas produit, on pense problème. Ne pas penser problème, penser produit. Penser problème, pas produit. Arrêtez de me vendre vos avions. Arrêtez de me vendre vos destinations. Réglez mes problèmes. Réglez mes problèmes de consommateurs, mes problèmes de parking, mes problèmes de retard, mes problèmes d'horaire, mes problèmes de vacances, mes problèmes de voyage d'affaires. Réglez mes problèmes. Arrêtez de me vendre des produits. Pensez problème, pas produit. Je vais l'illustrer avec un simple détail, c'est la perceuse. Quel est le problème que j'essaye de résoudre quand j'achète une perceuse? Facile. Qu'est-ce que j'essaie de faire? Un trou. Ben, pas du tout, j'essaie de faire plaisir à ma femme parce qu'elle me tanne depuis 2 mois pour accrocher ce tableau au-dessus du salon. Le problème n'est pas celui de faire un trou. Et faire un trou, je peux le faire de façon différente. Mais pour accrocher un tableau, je n'ai pas besoin de perceuse. Les ventes de perceuses, mesdames, messieurs, chutent. Il y a de moins en moins de gens qui achètent des perceuses. Les perceuses sont plus rapides, plus faciles, plus légères, sans fil. Et pourtant, les gens ne l'achètent plus. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres solutions. Je peux demander à l'un d'entre vous de faire le trou à ma place. Je peux acheter du velcro double face pour mettre mon tableau au mur. Je n'ai pas besoin de perceuse. Pensez problème, pas produit. Je vais vous donner un bon exemple dans les matelas. Il se passe un truc au niveau mondial dans les matelas. Vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas hôtelier, c'est normal. Les matelas, c'est un peu compliqué, à vendre en tout cas. Les matelas, allez, on y va. Quel est le premier fournisseur de matelas au monde? Enfin, quel est le premier vendeur de matelas au monde? Facile. Non, pas dans le pilot. Ikea, absolument. Vous avez dit Tréca, c'est pas Tréca, c'est Ikea. Ikea. Ikea, le premier vendeur du monde, il va arrêter de vendre des matelas aux États-Unis à l'heure où on se parle. Ils vont arrêter de vendre des matelas, ils vont supprimer leurs matelas. Pourquoi? Parce qu'ils se font disrupter depuis 10 ans par des gens comme Emma, Teddy Bear, etc. Ces gens-là résolvent vos problèmes. On va faire l'étude de marché, ça va nous prendre 5 secondes. Quels sont vos problèmes à vous quand vous changez votre matelas à la maison? Il y en a 3. La logistique. Qu'est-ce que je fais de l'ancien? 3e problème. Le tester, le choix. Lequel je prends. Vous voyez l'étude de marché, on vient de la faire. Ikea, depuis 50 ans, c'est très bien quels sont les problèmes, mais il ne les a jamais résolus. Et ces gens-là sont en train de les résoudre. Emma, aujourd'hui en France, vous livre en 48 heures au 6e sans ascenseur. Emma reprend votre ancien matelas et il vous permet de le recycler en faisant une bonne action pour la planète, même si c'est obligatoire. Emma, ensuite, vous laisse 90 jours, 3 mois pour tester votre matelas. Si vous n'êtes pas content, au bout de 3 mois, il revient le chercher, il vous rembourse intégralement et il donne votre matelas à une action caritative, vous faites une bonne action. Alors, il ne vous ramène pas l'ancien, il ne faut pas déconner. À un moment donné, l'ancien, ils vous l'ont béné. Enfin, il faut arrêter, quoi. Ils l'ont recyclé, donc on ne va pas non plus... Voilà. Emma, aujourd'hui, en 5 ans, c'est le matelas le plus vendu en France. Personne n'a jamais vu le matelas, personne ne l'a jamais testé, personne ne l'a jamais dormi dessus. Et pourtant, c'est le matelas numéro 1 en France. Pensez problème, pas produit. Résolvez les problèmes de vos clients. Arrêtez de leur vendre des produits. Voilà un exemple très simple de ce qui se passe. Et sur quoi il compte, Emma? Il compte sur les avis clients. Regardez, sur Trustpilot, il a 4,7 sur 5 à 23 000 avis. Est-ce que vous faites conscience à une marque qui vous dit « Vas-y, il y a 23 000 Gugus qui ont mis 4,7 ou plus ?» La réponse est oui. Et sur Google, ils ont plus de 4,6. Alors, on va se parler un peu de Google et on va se parler de Booking. Quelle est la note minimale sur Booking quand vous réservez un hôtel? Parce que je sais que vous le faites. Sur 10, la note minimale sur 10, en deçà de laquelle vous ne descendez jamais. 9. Moi, je partirai en vacances avec vous. 9, c'est très bien. La moyenne mondiale, c'est 8. Donc, madame a des goûts de luxe, mais sinon, la moyenne mondiale, c'est 8. Ça veut dire qu'un hôtel qui est à 7,9, vous ne le regardez même pas. C'est-à-dire que vous ne descendez même pas parce que vous avez fait des moteurs, vous avez dit 8 ou plus. Donc, moi, si mon hôtel est à 7,9, vous ne me calculez pas. Ça veut dire que pour 0,1 point, je sors de votre shopping list. Vous savez quel pourcentage de visibilité en moins j'ai à 7,9? 75%. Un hôtel à 7,9 perd 75% de visibilité sur Booking pour 0,1 point. C'est dramatique. Mais vous avez décidé que c'était 8. C'est vous qui l'avez décidé. Mesdames, messieurs, sur Google, vous avez décidé qu'en dessous de 4,3, vous êtes des truffes. Vous êtes suspects. Vous êtes bizarres. Vous êtes même peut-être des escrocs. Aujourd'hui, le 4,3 devient la norme. Avant, c'était 4, maintenant c'est 4,3. Moi, j'ai mes grands garçons de 30 ans, on fait un week-end de ski entre garçons tous les ans. On est allé manger une raclette le jour dans la rue, dans une rue à Chamonix. On cherchait un restaurant. Ils étaient là avec leur portable. J'ai dit, bon, voilà, ça a l'air sympa. Non, attends, papa. Il est à 4, même pas en rêve. On ne met pas les pieds dedans. Je dis, quoi, il est à 4, on s'en fout, ça a l'air bien, c'est pas mal. Non, on n'y va pas. En dessous de 4,3, vous êtes suspect. On ne va pas réserver chez vous, on ne va pas vous appeler, on ne va pas acheter des billets d'avion dans une compagnie qui est en dessous de 4.
Donc aujourd'hui, on en est là, le client a pris le pouvoir et peut nous dire évidemment, à sa façon, de façon maladroite parfois, qu'il ne veut pas nous voir. Première clé, penser problème, pas produit, à tous les niveaux de l'entreprise. Penser problème, pas produit. Deuxième clé, pour tout le monde également, choisissez la facilité. Les gens veulent des choses simples. Est-ce que c'est facile de bosser avec vous ? Est-ce que c'est facile de réserver un billet ? Est-ce que c'est facile de réserver un supplément, un siège, un repas, quelque chose de différent ? Est-ce que c'est simple ? Est-ce que c'est simple d'acheter un surclassement quand je suis dans l'avion ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que la simplicité devient le Graal ? L'immédiateté est un dû. Les gens veulent des choses simples. Il se passe des révolutions en ce moment dans le digital, dans le monde de la comptabilité avec Penny Lane, dans le monde des banques avec Conto. La signature électronique a révolutionné nos modes de vie depuis longtemps. Les gens ne reviennent plus en arrière. Les succès de ces entreprises reposent sur la simplicité. Et je vais rajouter un terme, la rapidité, parce que l'IA accélère tout de façon phénoménale depuis quelques mois, et la rapidité va devenir très importante. L'immédiateté est un dû. Vous devez l'immédiateté à vos clients dans le process de réservation, parce que vous ne supportez plus d'attendre, vous. Vous ne supportez plus d'attendre quand vous avez fait une réservation d'hôtel, ou de train, ou que sais-je. Et aujourd'hui, cette commodité devient indispensable dans l'expérience client. Les gens veulent des choses simples. Les gens veulent des choses simples parce qu'ils ont une vie compliquée. On est dans un monde aujourd'hui où vous avez tellement de facteurs exogènes qui sont angoissants, qui sont pénibles, que votre cerveau primitif, vous savez, le cerveau qu'on a eu il y a à peu près 50 millions ou plus d'années, ceux qui nous aident à survivre, ceux qui nous permettent de respirer, nous dit « arrête, ralentis, arrête de te compliquer la vie ». Donc les produits et les services qui seront simples sont ceux qui sont plébiscités. Tout ce qui est compliqué sera rejeté. Il y a un repli aujourd'hui du consommateur vers la simplicité, et les marques qui arrivent à être simples et à le communiquer remportent la bataille. Voilà les deux clés que vous pouvez appliquer. Pensez problème, pas produit. Soyez simple dans tout ce que vous faites. Simplifiez la vie de vos passagers tout le temps, partout, à tout moment. La troisième clé, je vais vous en parler, mais avant, je veux faire un petit lien entre à quoi ça sert de faire tout ça et comment on le fait, et je vous le dirai juste après. On est dans l'univers de recommandations. Est-ce que je pense que c'est bien ? Non, c'est pas bien. Je l'ai subi, moi, en tant qu'hôtelier. Mais c'est là. Donc, soit je le subis, soit j'en fais une opportunité. On en a fait une opportunité. Là où ça devient intéressant, pour les actionnaires, pour les chefs d'entreprise que vous êtes, c'est la rentabilité. C'est-à-dire que vous êtes dans un métier, j'ai compris tout à l'heure, un métier où les marges sont complexes et les coûts très durs à maîtriser. Et donc, vous êtes toujours sur un fil en termes de rentabilité. Dans l'hôtellerie, on a fait une étude il y a 15 ans et on sait maintenant que si j'augmente de 1% mon taux de satisfaction sur Google ou sur TripAdvisor ou Booking, j'augmente de 1,42 ma rentabilité. Vous avez bien entendu, hein, 1% de croissance de mon e-réputation, c'est 1,42 de ma rentabilité. Donc je vous laisse faire le calcul pour 2, 3%, etc. On a fait ça de façon scientifique, 5000 hôtels dans le monde. On sait aujourd'hui que l'enchantement client, ça provoque de la performance économique, de façon claire, nette et précise. Vous l'avez tous fait et vous l'avez tous vécu. Vous aviez 2 hôtels à Paris, ou 2 hôtels où vous voulez, et 2, 3 étoiles place de Clichy que vous vouliez réserver. Il y en a un qui est à 6,9 sur Booking et l'autre à 8,9. Celui à 6,9, il coûte 40 € moins cher qu'à 8,9. Eh bien, dans nos statistiques et nos études, 90% de la population, enfin 90% des futurs acheteurs ont choisi celui qui est à 8,9 à 40 € de plus. Ça veut dire que le prix est légitimé par la note. Vous n'achetez pas un hôtel, vous achetez sa réputation. Je suis capable d'acheter beaucoup plus cher quelque chose qui est beaucoup plus réputé. Vous avez un enjeu majeur d'enchantement client pour augmenter votre taux de réputation et de facto, vous augmenterez votre rentabilité, c'est-à-dire votre capacité à vendre plus et plus cher. Et ça marche dans l'hôtellerie, donc ça doit marcher dans l'aérien, ça marche chez tous mes clients chez qui j'interviens. Alors, on va parler un tout petit peu de vous. Je suis allé voir un petit peu qui vous étiez, ce qu'on disait de vous sur Internet. Donc la première chose que je tiens à vous dire, mais vous le savez déjà, vous n'êtes pas tout seul. C'est-à-dire que j'ai le choix. Si je veux aller en Guadeloupe, en Martinique, à Montréal ou à Saint-Denis de la Réunion, j'ai le choix. Et donc, j'ai un choix devant moi. Et ce choix, il est en quelques clics. Hein. Ce choix, il est à ma portée. Ce n'est pas très fatigant pour moi de le comparer. Mais ça, vous le savez déjà. La deuxième chose, c'est que vous avez des gens qui vous disent bravo. Et ça, je tiens à vous féliciter parce que vous savez enchanter vos clients. Vous ne pouvez pas me dire que vous ne savez pas le faire, ou vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas possible. Quand on va aujourd'hui sur Trustpilot, voilà ce qu'on voit. Alors la note globale n'est pas bonne, mais les gens qui vous disent, qui vous admirent, le disent. Et ils disent « je recommande ». Ils ne recommandent pas parce que vous allez à New York, ils recommandent parce que vous êtes bon au sol, vous êtes bon dans les avions, vous êtes bon dans la ponctualité. Oui, ça vous arrive, vous êtes bon également dans le service à bord, etc. Vous êtes bon, ils le reconnaissent et ils disent que c'est
votre compagnie préférée. Donc vous êtes des stars aux yeux de certains clients. Malheureusement, vous êtes des truffes aux yeux d'autres. C'est-à-dire que vous êtes des gens qui sont pas à l'heure. Vous êtes des gens qui, effectivement, on a un rapport qualité-prix qui n'est pas au rendez-vous, etc. Mais vous faites un métier tellement compliqué. Vous vendez du rêve, low cost. C'est compliqué chez French Bee, c'est extrêmement compliqué. Donc les gens ne sont pas contents. Ils se plaignent de quoi? Ils ne se plaignent pas de vos avions, hein. Ils ne savent pas si l'avion il est plus 9, plus 6. Ils se plaignent de tout le reste. Et ils se plaignent de choses que vous ne maîtrisez pas, comme le service des bagages. Ce n'est pas votre problème. Par contre, si j'ai pris votre vol, c'est vous que je vais évidemment blâmer. Donc tout ça veut dire quoi? Veut dire que si je fais un petit coup de ChatGPT, vous savez qu'on a tous un copain sympa maintenant dans la poche, qu'on peut insulter à longueur de journée, ou lui dire « vas-y, fais-moi ci, fais-moi ça ». Il s'appelle ChatGPT, vous l'avez comme moi. Je lui ai demandé, je lui ai fait un petit exercice. C'est quoi les principaux défis des deux compagnies à l'horizon 5-10 ans? Dans ces mieux défis, dans ces principaux défis, dans le top 5, vous avez du client, de l'expérience client, du service client, moderniser, adapter l'expérience au positionnement, développer la relation omnicanal, etc. Vous avez tout ça. Et ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ChatGPT qui est allé se nourrir un petit peu sur Internet et sur vos sites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client, évidemment, doit être et est au centre de vos préoccupations pour les prochaines années. Et là, je voulais juste vous faire une parenthèse sur le fait que ça ne concerne pas que les gens qui sont dans les avions. Ça concerne tout le monde. Tout le monde, y compris vos sous-traitants, bien sûr. L'enchantement client, c'est l'affaire de tous. Mais aussi ceux qui sont à la compta, là, qui se planquent je ne sais pas où, ou ceux qui sont à l'IT, mais on les a vus tout à l'heure, ou ceux qui sont au marketing, ou ceux qui sont au sol, ou à la technique, ou à la maintenance. Ça vous concerne tous, parce que tout ce que vous faites tous les matins, c'est pour eux. C'est pour enchanter vos clients. Tout ce que vous faites, et tout ce que vous faites bien, c'est en pensant au confort, à la sécurité de vos passagers. Et ça, c'est hyper important. Ça veut dire que vous êtes tous concernés, et ce n'est pas juste un message pour les PNC, bien évidemment. Alors la troisième clé, je vais vous en parler parce que c'est la plus importante, mais elle vient d'un malentendu. Un malentendu entre ce que vous promettez à vos clients et ce que vous délivrez. Ce n'est pas propre à vous, c'est propre à toutes les entreprises que je croise. Le malentendu, je vais l'illustrer avec ce petit schéma. Vous êtes un fabricant de mobiles pour enfants, vous adorez votre produit, mais votre client, lui, il voile derrière les peluches pendant 6 mois. Ça veut dire que, ça y est, c'est bon, vous l'avez, ça veut dire qu'il y a un petit décalage entre ce que vous faites, ce que vous pensez bien faire et ce que vos clients perçoivent. Ce n'est pas de votre faute, c'est comme ça, c'est la vie, on est tous pareils. Ça veut dire qu'on croit bien faire et vous faites tous bien. C'est-à-dire quand le vol se passe bien, vous avez dit tout à l'heure, j'ai chopé ça, les gens se plaignent du retard alors qu'on n'est même pas en retard. Et ça, c'est symptomatique d'exactement comment on est câblés, nous les animaux humains. C'est normal, ils se plaignent du retard alors qu'on ne l'est pas. Mais oui! Moi, quand je faisais des enquêtes, des enquêtes de notoriété chez Best Western, je leur demandais est-ce que vous avez vu Best Western à la télé? Ils disaient oui, alors que je ne fais pas de pub télé. Ils disaient oui, je l'ai vu. Donc en fait, les gens perçoivent des choses différentes de la réalité. On en est où aujourd'hui? On en est en fait parce que si j'ai théorisé ça, parce que ça m'a évidemment perturbé, moi, dans mon hôtel, de savoir pourquoi 2 personnes, 2 couples, l'un était content de l'hôtel, l'autre pas, alors qu'ils avaient la même chambre, le même sourire de la réceptionniste, le même café et le même matelas. Pourquoi un couple disait que l'hôtel était génial et l'autre non? Alors que j'ai tout fait bien. Donc c'est pas moi qui suis en cause, il y a un autre truc qui se passe ailleurs. Oui, il y a un autre truc qui se passe ailleurs et ça se passe dans nos têtes, malheureusement, ou heureusement, parce qu'on est des animaux humains. Il y a 4 expériences qui vont s'entrechoquer dans la tête de vos passagers. La première, c'est l'expérience voulue. C'est ce que vous leur avez dit. Vous leur avez vendu du rêve, ils vont aller passer leurs vacances à Punta Cana, c'est génial, sauf que ça ne va pas tout à fait passer comme prévu si jamais il y a un problème dans l'avion. Bref, c'est l'expérience voulue, c'est le marketing. On vend tous nos produits à travers le marketing et c'est plutôt pas mal. La deuxième expérience, c'est l'expérience attendue. Les attentes du client, on le verra tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on croit connaître, mais en fait, on ne connaît pas. Et on verra pourquoi. Mais ça, c'est ce qu'attend le client quand il achète son billet. Ça y est, il part en vacances, c'est génial. Et là, il se passe quelque chose. La troisième, c'est l'expérience proposée. Là, vous êtes nickel, 20 sur 20. Vous n'avez pas le choix, de toute façon, c'est la sécurité, c'est la réglementation, vous n'avez pas le choix, vos avions, ils volent que s'ils ont le droit de voler, peu importe. Donc là, vous êtes très fort sur ce que j'appelle le delivery, c'est-à-dire ce que vous proposez à vos clients en termes de sièges, de repas, etc. Même s'il y a des bugs de temps en temps, vous êtes très bon. Mais la quatrième expérience que vous peut-être négligez parfois, c'est l'expérience vécue. L'expérience vécue, c'est ça, j'y suis là. J'ai acheté mon billet, je suis en train d'enregistrer. Déjà, à ce moment-là, est-ce que ça se passe bien ou pas? Est-ce qu'on prend mon bagage? Est-ce qu'on m'engueule parce qu'il est trop lourd? Bref. À quel moment ça démarre l'expérience client? Ça démarre dès que j'ai cliqué payer sur le site internet. Et donc la perception du client, c'est qu'est-ce qui va se passer
quand je laisse mes bagages, quand je vole, quand j'atterris, quand je prends mes bagages, etc., etc. Et toute cette chaîne, tout ce parcours client va impacter ma perception. Et à la fin de la fin, je vais dire c'était bien ou c'était pas bien. Et j'ai une chance de dire que c'était pas bien si j'ai un grain de sable qui l'ait fait. La perception du client, c'est la vérité, mesdames, messieurs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que vos clients disent n'importe quoi, parce qu'ils disent n'importe quoi, ce qui est vrai. Mais moi, j'ai fait mon deuil de ça. Je sais que maintenant, aujourd'hui, le client, sa perception est toujours vraie. Le problème, c'est que dans les boîtes que je fréquente aujourd'hui, un peu partout en Europe, vous avez souvent le marketing qui est incomplet parce qu'il est très auto-centré. Le marketing, c'est moi, je, regardez comme les avions sont beaux, ils volent bien, etc. Les stations sont magnifiques. Mais c'est normal, on fait du marketing et j'en veux pas aujourd'hui marketing. Les expériences sont souvent inexplorées. Les attentes, pardon, parce que les gens ne savent pas de quoi ils s'attendent. Ils n'ont pas d'attente, ils n'ont pas de besoin, ils n'en savent rien. Comment vous pouvez savoir quelque chose qu'eux-mêmes ne savent pas? Donc c'est souvent inexploré, mais ce n'est pas de votre faute, c'est comme ça dans tous les secteurs d'activité. Vous êtes obsédé par le delivery et c'est normal. Et par contre, l'expérience vécue, elles seront méconnues, sauf à travers les avis clients. Et j'espère qu'il y a quelqu'un chez vous qui scanne les avis clients avec une attention délirante, parce que c'est là où ça se passe. C'est ce que disent vos clients sur la perception de ce qu'ils ont de vous, en bien ou en moins bien. Pour ça, je vais passer par un petit tableau. On va faire un tout petit détour par Magritte. Vous connaissez Magritte, peintre belge. Je ne suis pas un fan de Magritte, mais ce tableau m'aide bien à essayer de vous dire ce que je suis en train de vous dire. Alors moi, je vais vous dire qu'il est 17h24 et je peux vous dire à 100% que ceci n'est pas une pipe. Qui est d'accord avec moi dans cette salle? On est 3, 4, 5, 6, 7 là-bas au fond, 8. Allez, il y en a qui lèvent la main en disant c'est peut-être un piège. Bon, à travers l'écran, je ne peux pas voir évidemment. Alors, certains d'entre nous, on est peut-être une dizaine dans la salle, pensent que ce n'est pas une pipe, mais les autres disent, mais ils sont complètement cons, ils voient bien que c'est une pipe. Qui a raison, qui a tort? On s'en fout. Moi, je vous dis que ce n'est pas une pipe et j'en suis convaincu. Pourquoi? Parce que c'est un tableau qui représente une pipe et moi, je n'ai jamais fumé un tableau, donc ce n'est pas une pipe, c'est un tableau. Vous allez me dire, oui, Stéphane, d'accord, ok, tu as raison, mais quand même, tu vois bien que c'est une pipe et vous avez raison. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, le peintre? Il veut nous dire qu'on voit la même image, mais qu'on n'en a pas la même perception. Un célèbre neuroscientifique qui s'appelle Albert Moukeber, je vous le recommande sur YouTube, dit, parce qu'il a étudié le cerveau, il nous dit « Les gens voient le monde tel qu'ils sont, mais ne voient pas le monde tel qu'il est. Je vois le monde tel que je suis. Vous voyez le monde tel que vous êtes, mais on ne voit pas le monde de la même façon. Donc si vous pensez que le monde de votre client, c'est le vôtre, vous vous trompez. Le monde du client, c'est le sien. Et donc il va falloir faire un deuil de tout ça et accepter que la réalité n'existe pas, mais que la perception du client est la vérité. Quelles que soient vos actions, quelle que soit la façon dont vous allez opérer dans vos différents services, la perception du client est la vérité. Ce qui est important, ce n'est pas ce que vous faites. Ce qui est important, c'est comment le client le perçoit. Il n'y a que ça qui compte. Parce que ce qui va vous juger à la fin, c'est sa perception. Si on va plus loin maintenant dans les neurosciences, même si le client a tort, moi, j'entends beaucoup d'équipes, parce que sur le terrain, c'est facile ce que je dis, mais quand on est sur le terrain confronté au client qui est devant le guichet là, qui râle, c'est compliqué. Oui, le client parfois a tort, souvent même. Ou parfois, il est un peu borné, un peu stupide, un peu con, ça arrive, des clients idiots. Moi, j'en ai eu, mais sa perception est vraie, peu importe s'il est maladroit. Ce qui compte, c'est de travailler sur la perception de ce qu'il pense de nous, plutôt que de travailler sur ce qu'on fait pour lui. Ce qui est important, ce n'est pas ce que vous faites, c'est comment les clients le perçoivent. Alors, moi, ça m'a obsédé, donc je me suis documenté, je suis allé m'informer sur les neurosciences, parce que ça se passe là-haut, bien évidemment, on est des animaux humains. Ça fait une dizaine d'années qu'on sait à peu près maintenant comment nous, vous et moi, on est satisfait ou pas, ou on est enchanté ou pas. Ça tient entre une comparaison entre attente et perception. C'est très simple. Si ma perception de ce que je vis avec vous est en deçà des attentes, je serai déçu, je suis capable de mettre un commentaire désagréable sur Internet. Si ma perception est au niveau de mes attentes, c'est OK. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. Ça, c'est le minimum. Ce qu'on veut, c'est enchanter nos clients. C'est que la perception dépasse les attentes de nos clients. Alors, on a regardé dans les neurosciences de quoi étaient composées les attentes, comment on pouvait appuyer sur un bouton pour changer les choses, de quoi était composée la perception. Je vais vous faire gagner 20 ans, c'est rapide. Tout ce qui est à gauche, ça ne marche pas. On a essayé, nous, dans l'hôtellerie, de personnaliser l'approche avec les attentes et les besoins de nos clients. C'est-à-dire, on allait personnaliser que M. Gauthier veut de l'eau pétillante et un oreiller à mémoire de forme dans tous les best westerns du monde. Eh bien, j'ai un scoop, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que l'eau pétillante, ce n'est pas la même à Hong Kong, à Paris ou à Rodez, et l'oreiller en forme non plus. Et puis moi, j'ai changé d'avis. L'eau pétillante, finalement, ce n'est pas très bon pour l'estomac, donc je prends de l'eau plate. Bref, ça ne marche pas. Personnaliser l'approche en fonction des attentes du client, ça ne marche pas parce que le client ne sait pas lui-même ce qu'il veut attendre. On oublie. Les croyances. Vous croyez que dans un 4 étoiles, il y a un bagagiste et un room service. Ben, vous avez tort. C'est vos croyances. Et pourtant, vous allez me dire, mais Stéphane, c'est pas un 4 étoiles, il n'a pas de room service et de bagagiste. Non, dans un nomenclature 4 étoiles, ça n'existe pas. Je crois qu'en avion, on m'offre un repas. Parce que moi, j'ai été élevé et on m'a fait voyager, mais j'avais la chance que mes parents me faisaient voyager. Et chez Air France, il y avait un repas et c'était dingue.
C'était dingue parce qu'on pouvait manger ce qu'on voulait, c'était super. Donc quand je prends l'avion, j'ai un repas gratuit. Et je peux même en redemander si j'ai envie. C'est mes croyances. Vous allez me dire, mais non Stéphane, tu as pris une low cost, donc tu payes ton repas. Mais moi je m'en fous. Mes croyances, c'est que j'ai un repas gratuit. Et vos clients ne vous reprochent pas quelque chose qu'ils savaient déjà. Ils ont le sentiment, parce qu'ils croient, que quand on voyage en avion, on a un repas gratuit. Allez vous battre contre les croyances des clients, vous n'y arriverez jamais. Se battre contre les croyances, ça ne marche pas, parce que les gens ont ça dans la tête et ils sont convaincus que voyager en avion, c'est de manger gratuitement. Enfin, pas gratuitement, parce qu'ils le payent, bien évidemment. Donc ça ne marche pas. Ensuite, dans la perception, vous avez deux facteurs qui sont importants, les distorsions et le facteur situationnel. Pour la distorsion, ça va être très simple. Il est 29 maintenant, 17h29, et il y en a un d'entre vous qui va recevoir un SMS maintenant, et je suis désolé pour lui, mais il a un contrôle fiscal. C'est une blague, hein. Ouais. Non, vous n'avez pas de contrôle fiscal. Mais imaginons que quelqu'un ait un contrôle fiscal. Il ne va pas passer une bonne soirée. Il va passer une soirée de merde, en fait. C'est-à-dire qu'il va se dire, non, c'était long, là, les présentations des chiffres, il faisait chaud dans la salle. En plus, c'était à Orly, dans la salle, dans le réfectoire. Puis le mec, il nous a parlé de pipe, j'ai rien compris. Enfin bref, vous allez passer de mauvaises soirées. Pourquoi ? Parce que vous avez une distorsion de perception de cette soirée. Vos clients, quand ils arrivent au comptoir, quand ils réservent, leur chien est mort, leur femme les a quittés ou ils ont un accident de bagnole. Qu'est-ce que vous voulez y faire ? Rien. Pas en même temps, évidemment. Hein. Donc, vous aurez toujours des mauvais commentaires. Vous aurez toujours des mauvais commentaires. Pourquoi ? Parce que les gens ont des distorsions de perception. Et enfin, les facteurs situationnels, c'est la météo. Je suis parti 8 jours à la Martinique, il a fait mauvais. Le vol French Bee est nul. Mais oui, c'est nul. J'ai passé des vacances de merde, donc vous êtes nul. Donc finalement, je vais noter en fonction des facteurs situationnels. Vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez pas agir. Vous allez pouvoir agir sur les deux autres, sur la promesse et l'épreuve de la promesse. Très concrètement, sur les attentes, on va pouvoir les impacter. Je vais vous dire comment on gère la ponctualité dans l'hôtellerie et dans d'autres secteurs. Vous allez pouvoir promettre moins pour délivrer plus. Promettre moins, ça veut dire que nous, on a un problème au petit déjeuner dans les hôtels. Les gens râlent parce qu'ils attendent au petit déjeuner parce qu'il y a du monde. Eh bien, on leur dit qu'il y aura du monde. On leur dit qu'il y aura de l'affluence entre 7h et 8h. Ce n'est pas un scoop, mais on leur dit et on l'écrit. Et une fois qu'on a dit ça, on a impacté leurs attentes. C'est-à-dire qu'on a fait baisser leurs attentes par rapport au problème d'attente du petit déjeuner. Et vous savez, quand on a fait ça, c'est une simple affiche dans l'ascenseur, et bien on a diminué de 60% les plaintes liées à l'attente au petit déjeuner, rien qu'en leur disant qu'ils allaient attendre. J'ai travaillé pour un loueur de ski qui s'appelle Ski 7. Le problème du loueur de ski, c'est le samedi après-midi à 15h. Eh ben ouais, on est tous des parigots, on va au ski, et on veut skier le dimanche matin. Donc on y va à 16h, à 15h. Eh ben ouais, il y a du monde, c'est bizarre, hein ? Bah t'attends, bah oui, c'est bizarre. Et ben là, on leur dit aux clients, si vous venez le samedi après-midi à 15h, vous allez attendre. Par contre, si tu viens à 8h, tu ne vas pas attendre. On a fait baisser de 70% les plaintes liées à l'attente chez Ski 7. Promettez moins, délivrez plus. Comment on délivre plus ? On délivre plus avec un effet d'émotion, un effet de surprise. Regardez cette chaîne de restaurants, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle permet chaque soir à une table au hasard de jouer la note au dé. Si vous gagnez, vous ne payez pas votre repas. Si vous perdez, vous le payez. Une fois par soir, les gens viennent, non pas pour ce qu'ils ont à manger, ils viennent pour jouer au dé et pour essayer de gagner leur addition. Les gens parlent que de ça. Surprenez vos clients. Et il y a un effet de surprise. Surclassez-les, surprenez-les. Faites en sorte qu'ils se souviennent de vous. Pourquoi ? Parce que l'émotion, ça change tout. Promettre moins, délivrer plus, ça veut dire créer la surprise qui est une émotion. Et la surprise, c'est une émotion qui est plébiscitée par vos clients. Dans le retail, aujourd'hui, vos clients disent qu'ils veulent être surpris. À tous les niveaux de la chaîne de commandement dans vos entreprises, surprenez vos clients. Pourquoi ? Parce que c'est de l'émotion. Et les gens oublieront ce que vous avez fait, ils oublieront ce que vous avez dit, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Où étiez-vous le 20 janvier 2005 ? Quelqu'un s'en souvient ? Personne. Où étiez-vous le 11 septembre 2001 ? Vous savez tous où vous étiez, avec qui vous étiez, ce que vous avez dit et ce que vous avez ressenti. Si vous faites ressentir à vos clients quelque chose d'extraordinaire, ils penseront à vous pour la vie, ils vous recommanderont et ils seront fidèles pour longtemps. Faites-leur ressentir des choses. Vous les avez, les 3 clés. Hein. Pensez problème, pas produit. Ça, c'est la première chose. Ensuite, résolvez les problèmes de vos clients et dégagez de l'émotion. Faites-leur ressentir quelque chose d'inoubliable qui se dit « Ok, French Bee, c'est pas parfait. Ok, Caraïbes, c'est pas top. Mais franchement, ce qu'ils ont fait pour moi ce jour-là, jamais je l'oublierai. Pour mes bagages, pour mon repas, pour mon petit garçon. » Ils vont s'en souvenir toute leur vie. Et là, vous allez créer de l'émotion et là, vous allez faire en sorte que les gens se souviennent de vous. Comment on fait ça ? On fait ça avec des collaborateurs. Vous n'avez pas le choix. Et j'ai vu que vous êtes Great Place to Work, donc c'est vachement bien. Les collaborateurs, c'est une pièce tellement importante dans votre industrie. Et forcément, elle va jouer un rôle important. Je vais vous juste raconter l'histoire. Pour terminer, j'ai le temps ? Non. Non, j'ai 5 minutes, 10 minutes ?
J'ai 5 minutes, merci. Tony. C'est l'histoire de Zappos que vous connaissez peut-être. C'est un site internet aux États-Unis qui vend les chaussures en ligne qui a été créé en 2000. En 2002, le site va au tapis parce que les gens se plaignent que la livraison n'est pas bonne. Bah oui, ils font du dropshipping. Donc en fait, vous achetez, c'est une marketplace, hein, vous achetez les chaussures chez Nike. C'est Nike qui vous les envoie et Nike ne sait pas faire. Donc évidemment, l'insatisfaction client est grandissante. Il y a un acteur de cette histoire qui est Tony Hsieh, qui est un... Alors, il y a beaucoup de littérature, vous allez voir sur Internet. Le CEO qui dit on va arrêter de vendre des chaussures, on va vendre du bonheur. Donc il y a la moitié des collaborateurs qui se barrent en disant il est fou. Et l'autre moitié qui reste, il me dit ok Tony, comment on fait? D'abord, on va régler les 3 problèmes de l'achat de chaussures en ligne de façon extraordinaire, à savoir le délai, la livraison, le retour de chaussures et enfin le service après-vente, c'est-à-dire le call center. Comment il a fait ça? En fait, il a livré partout aux États-Unis en 48 heures. Mais comme il fait promettre moins délivrer plus, il a livré en 24 heures au lieu de 48 heures dans 90% des cas. Vous commandez une paire de chaussures à minuit heure de New York, vous avez l'entendre devant votre porte et vous faites waouh, merci Zappos. Le retour, c'est 365 jours. En France, c'est 15 jours légal, 365 jours. On peut mettre ses chaussures, au bout de 6 mois, les remettre dans la boîte d'origine, les renvoyer, se les faire rembourser ou se les faire échanger gratuitement. Et ça marche parce que les 10% d'escrocs qui effectivement changent leurs chaussures tous les ans, c'est pas grave. C'est les 90% de gens qui ont un service exceptionnel avec ce retour sur 1 an. Et enfin, le service après-vente, il a décidé que, comme c'est un site internet, il fallait qu'il ait un contact avec ses clients, donc il ouvre un call center 24/7 avec une règle, 3 sonneries maximum. 3 sonneries maximum. Et quand les personnes décrochent, elles disent « Bonjour, mon nom est Stéphane, je ne sais pas pourquoi vous m'appelez, mais je ne raccrocherai pas tant qu'on n'a pas résolu votre problème. » Essayez chez chez Orange demain, pas chez Air France. Orange, ils ne sont pas payés pour résoudre le problème, ils sont payés pour prendre le call d'après. Le champion du mois chez Zappos, il est resté 10 heures au téléphone pour une paire de chaussures. Ça lui coûte une fortune. Mais c'est un service client de folie. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là sont capables d'offrir des chaussures, des chocolats, des Uber, des places de baseball, des fleurs, tout ce que vous voulez. Ils ont une carte de crédit illimitée pour délivrer du bonheur. Résultat des courses, en 2 ans, ils sont passés de 0 à 1 milliard de chiffre d'affaires. C'est le service client numéro 1 aux États-Unis. Et ils sont rentables puisqu'ils vendent leurs chaussures plus cher que les autres, puisqu'ils ont arrêté le marketing. Ils ne font pas de soldes, pas de promotion, pas de couponing. Et ils ont un prix moyen bien supérieur à la concurrence. Comment ils ont fait ça? Avec les hommes et les femmes qui composent Zappos. Ils ont compris très vite que la symétrie des attentions, ça avait un sens très fort. Et ça a été prouvé. L'Académie du service l'a prouvé en France, il l'a breveté. Prends soin de tes collaborateurs, ils prendront soin de tes clients. Prends soin de tes collaborateurs, ils prendront soin de tes clients. On est câblés comme ça, les animaux humains, on le sait maintenant. Faites une expérience dans le métro, la prochaine fois que vous prenez le métro à Paris, tenez la porte quand vous sortez du métro. Qu'est-ce qui fait la personne derrière vous? Il la tient aussi. Alors moi, comme je suis un peu pervers, l'autre jour, je l'ai attendu 1 minute, enfin pas 1 minute, mais j'attendais longtemps que quelqu'un vienne. Les gens couraient pour venir, parce que attendez, merci. Et j'ai regardé ce qu'il faisait, vous savez quoi? Il l'a attendu pareil que moi. Symétrie des attentions. On est câblés comme ça. C'est-à-dire que les animaux humains que nous sommes, on fait du bien quand on nous fait du bien. C'est comme ça qu'on fonctionne. Eh bien, eux, ils l'ont compris, ils l'ont théorisé. Et chez Zappos, évidemment, la crèche, la bibliothèque, la formation à vie, le restaurant, enfin, je vous en passe, c'est des meilleurs. On a chouchouté nos employés parce qu'on voulait qu'ils chouchoutent nos clients. Et ça marche très bien. Pour terminer, vous avez un parcours client. Je ne sais pas si c'est celui-là, il est sûrement beaucoup plus complexe. J'ai essayé de le faire. Ce que vous allez faire ou ce que vous pouvez faire, c'est d'aller voir chaque irritant à chaque moment. Qu'est-ce qui agace mon client dès le début? Le mail, le téléphone, la réservation sur Internet, etc. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand il arrive à l'aéroport? L'embarquement, etc. Enfin, vous avez toute cette chaîne de valorisation client et d'expérience client. Vous allez traiter les irritants à chaque fois. Et au fur et à mesure que vous allez les résoudre avec les 3 clés de l'enchantement client, vous allez commencer sur un long chemin de l'enchantement client, parce que ça prend du temps, bien évidemment. Et si chacun de vous vous y mettez, ça va marcher. Si chacun de vous, à tous les moments, vous allez dire « Ok, je pense à enchanter mon client, je pense à faire plus vite, plus facile, plus simple, et avec de l'émotion, et ça va marcher. » Vous vendez tout ça en bas, vous êtes comme moi, vous vendez de la réactivité, de la compétence, de la convivialité, etc. C'est ça que vous vendez tous les jours. Comme moi, en tant qu'hôtelier, on fait des travails, on fait des métiers d'hospitalité, on fait des métiers d'accueil, on fait des métiers de service. Et donc, vous vendez tout ça. Pour terminer, j'ai cherché une marque qui essaie de symboliser tout ce que je suis en train de vous dire. J'ai trouvé Harley Davidson qui était assez symbolique. Alors, Harley Davidson, quand j'ai cherché le logo, je suis tombé sur des tatouages. Donc, il y a des milliers de personnes dans le monde qui se tatouent le logo sur le corps. Vous y croyez, ça? Enfin, les gens sont des grands malades. Ils se tatouent le logo de Harley Davidson sur le corps. J'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, sinon je vais me faire allumer. Mais en fait, quand on se pose la question, ce n'est pas étonnant.
Ils se tatouent le logo parce que c'est une love brand, c'est une marque mythique. Et en fait, Harley Davidson, quand vous posez la question à un propriétaire d'Harley, vous lui demandez mais qu'est-ce que je fais? Je prends Honda, Yamaha. Il me dit non, attends, t'as pas compris. Harley, c'est pas une moto, c'est un art de vivre. Chez Harley, il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de porte ouverte, il n'y a pas de solde, jamais, jamais. Il n'y a pas de CRM. C'est des communautés de bikers qui parlent à d'autres communautés. C'est comme ça que fonctionne la marque. Parce que cette marque a réussi un tour de force au bout des dizaines et dizaines d'années, c'est de laisser les clients faire le marketing à sa place. Non, le marketing n'est pas mort, le marketing est en train de se renouveler parce que ce sont vos clients qui parlent de vous qui feront le marketing de demain. Et si un jour, mesdames, messieurs, vos clients se tatoueront votre logo sur le bras, ce jour-là, vous serez arrivé au Graal de l'enchantement client. Merci pour votre attention.